Voilà, vous m'entendez mieux? Attention. L'idée, c'est de présenter la nouvelle stratégie de lutte contre la tuberculose. En fait, c'est une stratégie qu'on a travaillée il y a 2 ans avec les spécialistes à l'hôpital et les spécialistes à la clinique aussi. Pourquoi on a travaillé cette nouvelle stratégie qui n'est pas en application, il faut le dire pour l'instant, mais que j'espère arrivera en application. On attend juste des modifications de la réglementation que la DAS doit faire depuis 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va expliquer pourquoi on a modifié la stratégie. On va donner les nouvelles définitions. L'OMS a changé vraiment les définitions par rapport à la tuberculose. On va vous expliquer les stratégies futures d'enquête qui modifient complètement les enquêtes pour les patients qui sont autour des patients qui sont contagieux. Et surtout les nouveaux traitements préventifs qui sont préconisés par l'OMS et qu'on va préconiser aussi, avec aussi les préconisations de l'OMS sur le dépistage systématique de certaines populations. Donc en fait, pourquoi on a travaillé sur une nouvelle stratégie? Eh ben, c'est simplement parce qu'il y a des nouvelles recommandations. Donc l'OMS a émis des nouvelles recommandations pour essayer d'éliminer la tuberculose dans le monde. L'objectif de l'OMS, c'est supprimer la tuberculose en 2030. On n'y arrivera pas, hein, ça c'est sûr, pour nous c'est raté déjà, mais en tout cas c'est l'objectif de l'OMS, c'est supprimer la tuberculose dans le monde en 2030. Et pourquoi nous on s'est penché sur ce problème-là? Parce que ces 30 dernières années, on a eu une baisse très importante de l'incidence de la tuberculose, mais on reste sur des chiffres qui sont très élevés et qui sont encore problématiques pour nos populations, avec que certaines populations qui sont atteintes bien évidemment. Donc on a à certains endroits des incidences dans certaines communes, dans certaines tribus, même des incidences qui sont très élevées. Donc si on regarde l'incidence, on voit que en 66, donc il y a 57 ans, il y a 57 ans, on était à plus de 200 pour 100 000 habitants, et là en 2021 on était à 10,7. Donc là on a vraiment baissé, l'an dernier on est à 9. Mais on reste toujours sur des taux qui sont assez élevés. Vous voyez, si on regarde bien, depuis 2004 à peu près, on est stable et on baissera pas plus. Et on baisse pas plus. Donc l'objectif, c'est pour baisser plus, il faut changer notre stratégie. Et donc c'est sur ça qu'on a travaillé, sur des modifications à la stratégie avec les nouvelles recommandations. Donc maintenant, on parle plus de primo-infection tuberculeuse, et on parle de... avant on disait la PITL, la primo-infection tuberculeuse latente. On disait aussi la patente qui était finalement une tuberculose maladie. Donc maintenant on parle de tuberculose infection, c'est-à-dire que la personne a été infectée, donc on a des signes biologiques comme quoi il y a une infection, mais il n'y a pas de signe de la maladie. Et on parle de tuberculose maladie quand il y a les signes de la maladie. Donc il n'y a plus que 2 définitions. Soit on a une tuberculose infection, soit on a une tuberculose maladie. Donc on parle aussi de contacts. Donc les contacts, ce sont les personnes qui vivent autour d'une personne qui a la tuberculose. On fait très attention aux contacts familiaux ou domestiques, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans la même maison, que la personne qui a la tuberculose et qui est contagieuse. Et chez nous ici, en tout cas, on étend la famille. On va à la maison, on va voir qui c'est qui vit autour, qui c'est qui vit là, qui c'est qui dort là, qui c'est qui mange là, parce que ça peut être très étendu comme beaucoup moins étendu, mais en règle générale, quand on a une tuberculose dans une tribu, enfin dans une famille en tribu, on va regarder beaucoup plus large, parce que pour peu qu'il y ait eu un mariage, un deuil, tout le monde est resté ensemble pendant des semaines, et là la contagion c'est facile. Et les contacts étroits, c'est ceux qui vivent sous le même toit, exactement sous le même toit, qui mangent ensemble, qui passent beaucoup de temps ensemble. Mais ça peut être aussi, suivant le métier que font les gens, s'ils sont dans un bureau côte à côte ou s'ils font un travail de force mais dans un endroit fermé, et en fait, ces gens-là, ils peuvent être contaminés. Donc on fait vraiment, quand on fait les enquêtes et qu'on regarde les contacts pour les enquêtes, on regarde pour les enfants le milieu scolaire,
on regarde pour les adultes et la famille, bien évidemment, et pour les adultes, la famille au sens large et le travail, si les gens travaillent. Donc, au niveau des enquêtes, alors je ne sais pas si vous avez déjà participé à des enquêtes, en règle générale, jusqu'à maintenant, et maintenant encore, quand on a un patient tuberculeux, on fait la liste des contacts, et ensuite, quand il est bacillifère, quand il est donc contagieux, on va regarder tout le monde, on va faire, à tous les enfants de moins de 16 ans, on leur fait une IDR. Les adultes, on ne fait pas d'IDR. On fait à tout le monde un examen clinique, on fait à tout le monde une radio pulmonaire, et on fait ça à M0 et on fait ça à M2, M3. On le fait en systématique 2 fois. Dans les nouvelles recommandations qu'on mettra en place quand on arrivera à avoir la modification de la réglementation, c'est différent. Pour les enfants de moins de 5 ans, on va d'abord faire un examen clinique. Soit il y a des signes cliniques, et là c'est à l'hôpital pour faire la suite du bilan. On recherche une tuberculose évolutive, en sachant que les enfants de moins de 5 ans, c'est vraiment important parce que le risque de contagion, il est très très important. Soit c'est négatif, et à ce moment-là, pour les enfants, et ça c'était un travail qui a été fait avec les pédiatres, dans les recommandations de l'OMS, on ne fait pas de radio. Mais ici, les pédiatres, ils ont absolument voulu faire une radio parce qu'ils ne sont pas tranquilles, ils sont inquiets. Ils ont vu des choses assez importantes, et du coup, ils ont voulu, dans le cadre des dépistage, de faire une radio systématique aux enfants. Donc on leur fait une radio. Si elle est positive, eh ben, c'est retour à l'hôpital. Si elle est négative, eh ben, on propose un traitement préventif. Actuellement, ce traitement préventif pour les enfants de moins de 5 ans, il est recommandé déjà. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, c'est fortement recommandé. Là aussi, ça sera pareil, ce sera fortement recommandé. Actuellement, c'est que pour les enfants que c'est recommandé. Pour les plus grands, l'enquête, elle va être différente de ce qui était fait avant. Surtout, on les voit qu'une fois. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on ne voit les personnes qu'une seule fois. On ne les voit plus à M0, à M3, on les voit qu'une seule fois. Donc là, pour les adultes, ce sera pareil. Pour les adultes et les enfants de plus de 5 ans. Donc là, on fait un examen clinique, toujours pareil. Si c'est positif, ben c'est une recherche de tuberculose évolutive, donc en fonction des signes, c'est hôpital. Le plus souvent, c'est hôpital. Et si c'est négatif, on fait un quantiféron. Ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était réservé à certains cas à l'hôpital, de gens qui étaient hospitalisés, pour qui on avait des doutes, à qui on faisait un quantiféron. Là, maintenant, la recommandation, c'est de faire un quantiféron à tout le monde, si cliniquement, il n'y a rien. Ensuite, si le quantiféron est négatif, bah, ça s'arrête là. Hein, il n'a pas été en contact avec la tuberculose, donc il n'a rien attrapé, c'est bon. Si c'est positif, on fait une radio pulmonaire. Et si la radio pulmonaire est positive, c'est retour hôpital. Si elle est normale, on propose systématiquement, parce qu'il avait un quantiféron positif et qu'il a une tuberculose infection, on propose un traitement préventif. Jusqu'à présent, on ne propose pas de traitement préventif aux adultes, ni aux enfants de plus de 5 ans. Donc là, dans les nouvelles recommandations de l'OMS, c'est un traitement préventif à tous les enfants de moins de 5 ans, même s'ils n'ont rien, aucun signe, un traitement préventif. Mais chez les plus de 5 ans, c'est un traitement préventif parce qu'ils ont un quantiféron positif et qu'ils ont une tuberculose infection. Donc ça, c'est un grand changement. Mais le changement aussi, c'est qu'actuellement, le traitement préventif, c'est de la bithérapie pendant 4 mois. Et donc, 3 mois, pardon, pendant 3 mois. Et ça, c'est compliqué. C'est une bithérapie, tous les jours à prendre pendant 3 mois, c'est compliqué et c'est difficile. Et on le fait avec les enfants, mais pour les adultes, c'est pas préconisé, c'est pas fait du tout. C'était pas recommandé jusqu'à présent. Donc là, les traitements préventifs, dans les recommandations, il y a des nouveaux protocoles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a un médicament qui est un vieux médicament qui est ressorti, qui s'appelle la rifapentine. Et donc la rifapentine, il y a un protocole de traitement préventif qui est soit en 1 mois, donc avec l'isoniazide. Rifapentine et isoniazide, c'est le premier, c'est 1 HP. C'est une prise par jour pendant 28 jours. C'est pour les enfants de plus de 12 ans. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un traitement préventif sur 1 mois. C'est vite fait, ça va très vite. Aussi, on peut le faire avec une prise hebdomadaire. Et là, c'est 3 mois. Donc isoniazide et rifapentine avec 3 HP. Donc c'est une prise hebdomadaire et c'est intéressant. C'est intéressant pour les dialysés. On a beaucoup de dialysés qui ont des traitements préventifs de tuberculose en attente de greffe. Dans leur cadre de leur bilan greffe, eh bien, on leur fait un traitement préventif. Et eux, c'est intéressant parce que du coup, comme ils vont à la dialyse, eh bien, à la dialyse, on peut leur donner 1 fois par semaine un traitement préventif et on est sûr qu'ils l'auront correctement pris.
C'est ça la difficulté. Et ensuite, on reste sur le traitement classique de 3 HR, isoniazine et rifapentine, pendant 3 mois, une prise par jour. Donc là, la difficulté qu'on a mais qu'on a résolue, c'est-à-dire que le laboratoire ne veut pas nous vendre de rifapentine. Parce qu'en fait, il est en conflit avec l'Europe et la France, entre autres, parce qu'il a mis un tarif très élevé et que l'Europe ne veut pas payer ce tarif-là. Donc nous, on a dit qu'on n'était pas en Europe, mais il n'en a rien à faire. Donc on est passé par l'OMS et en fait l'OMS va nous vendre la rifapentine. Donc on a réussi à avoir cette rifapentine. Donc on aura la rifapentine. On a déjà vu, ça va passer par l'hôpital. C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui va acheter la rifapentine et qui va la donner aux grossistes qui vont la revendre. L'hôpital va la vendre aux grossistes qui vont eux-mêmes la vendre aux pharmacies. Donc pour les gens, ça ne changera rien, ils iront à la pharmacie. Mais pour le circuit du médicament, il a fallu tout organiser, c'est un peu compliqué, mais bon, on est arrivé au bout. On arrive à l'importer et c'était pas gagné l'importation. Et en plus, donc, ils pourront aller chercher à la pharmacie. Donc ça, c'est intéressant parce que les nouvelles recommandations, donc c'est un traitement préventif de tous ceux qui auront une tuberculose infection. Pas maladie, mais infection. Et du coup, on peut faire pour les adultes un traitement sur 1 mois. Et ça, c'est vraiment pratique, c'est vite fait. Et si on le fait tout au début où la personne est malade autour, devant eux, et la personne, le conjoint ou le parent proche est malade, eh ben, ils seront motivés pour prendre le médicament pendant que1 mois. Et l'objectif, en fait, de ce traitement préventif, c'est éviter que dans 20 ou 30 ans, quand ils seront vieux et moins bien immunisés, avec une immunité qui est défaillante, ben, qu'ils développent une tuberculose. L'objectif, il est là, en fait. Et j'arrive à la fin, vous avez vu, c'est rapide, hein, tu as vu, je n'avais pas faire les 20 minutes. Hein. Et donc, dans les recommandations de l'OMS, il est aussi préconisé de faire un dépistage systématique dans certaines zones. C'est-à-dire que si vous avez une prévalence supérieure à 0,5%, eh bien, on dit qu'il faut faire un dépistage systématique. Justement, on a discuté, quand on a travaillé sur ce protocole, on a discuté avec les néphros et on a regardé dans leur population de dialysés quel était le taux. Et en fait, ils sont à 1,5%. Donc eux, ce qu'on a convenu avec eux, c'est que quand le protocole il serait en place, la première année, ils vont faire un dépistage systématique de tous les patients dialysés. Et ensuite, à l'entrée dans la dialyse, il y aura un dépistage systématique de la tuberculose. On a des tribus, dont une, je pense à une tribu à Poney-Réouin, où on doit être à 4 ou 5%. Donc on a déjà fait un dépistage systématique il y a une dizaine d'années qui a permis de stabiliser et de diminuer pendant 4-5 ans la tuberculose. Puis là, c'est reparti. Pour les personnes vivant avec le VIH, ce sera pareil. Il faudra faire proposer un dépistage systématique. Après, la périodicité de ce dépistage pour les patients avec VIH, c'est pas très clair. Il faudra rediscuter avec les gens qui les suivent. Donc le dépistage systématique, bien évidemment, comme on a dit tout à l'heure, c'est les contacts familiaux et proches d'un cas index. C'est les dialysés, comme on a dit tout à l'heure, et la prévalence, elle est plus importante. Et l'établissement pénitentiaire. Alors j'ai pendant une année essayé de joindre les médecins qui s'occupent du centre pénitentiaire, sans résultat. Mais donc on ne sait pas du tout ce qui se passe au centre pénitentiaire par rapport à la tuberculose. On sait pas. J'ai eu l'infirmier plusieurs fois. Ils ont une radio, mais ils ne font pas de radio systématique. Il n'y a pas d'examen systématique, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe au centre pénitentiaire, en sachant qu'on a quand même une population essentiellement océanienne, où on a le plus de tuberculose, avec une population qui vit dans des conditions carcérales qu'on connaît, qui sont quand même compliquées. Et donc le risque quand même au centre pénitentiaire, il est important, mais bon, pour l'instant, on n'arrive pas à les joindre. Donc voilà pour la tuberculose. Et c'est fini. Donc ces nouvelles préconisations, ces nouvelles prises en charge, ces nouveaux traitements préventifs, ils ne pourront se mettre en place que quand la réglementation sera fermée. Actuellement, le quantiferon n'est pas pris en charge. Donc pour pouvoir le faire en systématique dans le cadre des enquêtes, il faut qu'il soit pris en charge. Merci la DAS d'avancer sur cette réglementation. Et la prise en charge de la rifapentine, puisque la rifapentine actuellement, ce qu'on veut, c'est que actuellement le traitement préventif des enfants, il est pris en charge par le FASC. Donc c'est le FASC qui paye le fonds autonome de compensation et de santé publique. Donc c'est ce fonds-là qui paye. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent en charge le traitement préventif de tout le monde. Puisque maintenant, ça va être préconisé, ça devrait être proposé à tout le monde. Donc ce qu'on veut, c'est ça. Donc quand la réglementation sera changée, on pourra faire une communication
et pour pouvoir développer cette stratégie dans le but d'y faire disparaître la tuberculose d'ici 20 ou 30 ans. Voilà, merci à vous. Parce qu'en fait, il faut faire le quantifiement, il faut attendre 2 mois entre le dernier comptage et faire le quantifiement pour être sûr qu'il doit être positif, qu'il soit positif. Bonsoir, donc je suis Nathalie Sago, je suis responsable du programme RAA depuis octobre dernier sur Nouméa pour l'agence sanitaire. Et donc je vais laisser la parole à Laurent. Non, ça y est, c'est bon. Merci. Donc, Laurent Tauzin, je suis praticien hospitalier au centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie. Je suis pédiatre. Je fais de la consultation en cardiologie pédiatrique, essentiellement jusqu'à maintenant sur les cardiopathies congénitales. Et depuis 2-3 ans, j'ai commencé à m'intéresser au rhumatisme articulaire aigu en Nouvelle-Calédonie en milieu hospitalier. Parce qu'on était en pénurie de cardiopédiatres en Nouvelle-Calédonie et je me suis retrouvé un peu seul pendant 6 mois à l'hôpital. Et j'ai découvert ce rhumatisme articulaire aigu et notamment ces cardites rhumatismales chroniques. Et j'ai été très surpris du nombre d'enfants qu'on pouvait voir en 6 mois et surtout de la gravité des valvulopathies qu'on retrouvait en milieu hospitalier. Donc, je vais vous présenter la prise en charge du rhumatisme articulaire aigu et de la cardite rhumatismale chez l'enfant en trois parties. La première, c'est la prévention primordiale. C'est vraiment la clé de voûte pour pouvoir lutter contre le RA et la cardite rhumatismale, c'est-à-dire intervenir avant l'infection au streptocoque chez les enfants. Ensuite, on a la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on va traiter l'infection des enfants. Et la prise en charge hospitalière, et notamment la prise en charge des cardites rhumatismales, dite prévention tertiaire, pour limiter la morbidité, la mortalité chez ces enfants atteints déjà d'une valvulopathie qui aboutira à long terme à de graves complications en Nouvelle-Calédonie. Et de par le monde, parce que c'est une pathologie qui est très très fréquente dans les pays en voie de développement. Donc le rhumatisme articulaire aigu, juste pour vous rappeler, c'est une exposition au streptocoque, on a un portage chez les enfants qui est très important, et qui dans certains cas va donner une infection, essentiellement des angines, mais aussi des surinfections cutanées, qui va entraîner une réaction inflammatoire au bout d'une dizaine de jours pour aboutir le plus souvent à la guérison. Et dans certains cas, on a une réponse auto-immune retardée de 2 à 3 semaines, qui va être responsable de la symptomatologie du rhumatisme articulaire aigu avec une atteinte articulaire et ou cutanée et ou neurologique et ou surtout cardiaque. La cardiopathie rhumatismale chronique, c'est la séquelle du rhumatisme articulaire aigu. Parce que les 3 premières... les 3 premières en fait vont guérir et les lésions cardiaques vont se stabiliser, voire s'aggraver, et c'est là où on parle de cardiopathie rhumatismale chronique. Donc l'agent bactérien responsable, c'est le streptocoque du groupe A. Alors il est essentiellement dû au manque d'hygiène. Donc le lavage des mains et du corps au savon est vraiment primordial pour lutter face à ce streptocoque. Au mode de vie, et notamment la promiscuité. Donc c'est vrai que le mode de vie en Nouvelle-Calédonie il favorise
cette transmission du streptocoque. L'accès à l'eau courante pour pouvoir utiliser des machines à laver, pour pouvoir laver le linge à température suffisamment élevée pour détruire les parasites qui sont responsables de portes d'entrée cutanées et responsables des infections, des surinfections à streptocoque. La lutte contre les animaux, contre les insectes, la gale, qui sont également des portes d'entrée cutanées du streptocoque. Les habitats délabrés avec les risques de blessures cutanées et qui vont favoriser aussi une porte d'entrée cutanée au streptocoque et le port de chaussures et de claquettes. Alors prévenir l'infection streptococcique, c'est vraiment la prévention primordiale. Il va falloir agir sur l'environnement et le mode de vie, sans forcément le changer, mais en l'adaptant, en prenant conscience de ce risque. Limiter la promiscuité, limiter la propagation de l'infection par des approches socio-économiques, lutter contre la précarité, faire la promotion de l'hygiène, éviter et traiter les plaies, et là l'importance de la détertion, le simple lavage au savon et à l'eau, réduire la colonisation et le portage du streptocoque. Alors les stratégies pour augmenter le lavage des mains et du corps, donc il faut faire des campagnes d'éducation en santé et une promotion de la santé, mais il faut surtout distribuer donc des consommables, du savon, promouvoir le lavage des mains dans les écoles avec du savon, et avoir des installations de lavage partagé, parce que tous les ménages n'ont pas une machine à laver, n'ont pas forcément l'eau courante, mais on peut envisager des blocs de douche communes pour pouvoir prendre sa douche quotidiennement. Ensuite, il y a les stratégies pour lutter contre les parasites des vêtements et de la literie. C'est les stratégies dites scabicides. Donc, quand on a un cas de gale dans la famille, il faut laver toute la literie et le linge de toute la famille le même jour à plus de 50 degrés. Et il faut traiter toutes les personnes vivant sous le même toit, le même jour, qu'on soit atteint ou pas, par un traitement pour traiter la gale. Soit par la scabiole cutanée, soit par l'ivermectine sous forme de comprimés qui sont des doses kilos. Et il faut avoir accès aux machines à laver. Alors soit dans chaque ménage, soit de manière communautaire. Lutter contre la promiscuité, c'est réorganiser le partage des lits, et notamment des enfants. On ne fait pas dormir les enfants dans le même lit pour des problèmes d'hygiène respiratoire et cutanée. Parce que la principale infection, c'est l'angine, et quand on a deux enfants qui dorment face à face, s'il y en a un qui a une angine, 2 jours plus tard, celui qui est en face va avoir une angine. Donc éventuellement, on peut les mettre telle bêche si on n'a pas la possibilité de les séparer. Mais en tout cas, il faut penser vraiment à lutter contre cette promiscuité. Et ensuite, on passe à la prévention primaire. C'est-à-dire que là, on a l'infection, essentiellement les angines, mais aussi les surinfections cutanées. Et il va falloir traiter les populations à risque, sans attendre dès les premiers symptômes, sans avoir de preuves biologiques. Pour les autres, on peut éventuellement faire une confirmation biologique. Le strep test a une faible valeur prédictive négative, mais il a le mérite que quand c'est positif, on traite l'enfant. Alors les populations à risque, ce sont les personnes aux antécédents de RAA et de cardite rhumatismale chronique, et les populations océaniennes, mélanésiennes et polynésiennes. Il faudra penser à traiter les infections cutanées à streptocoque, comme les pyodermites, les surinfections de gale ou les impétigos. Alors le traitement de référence, c'est l'extensiline, la pénicilline G. Alors pour les enfants de plus de 30 kg, c'est une dose en intramusculaire de 1,2 million d'unités. Et pour les enfants de moins de 30 kg, c'est une injection de 600 000 unités. C'est le traitement de référence car il est efficace.
L'observance est de 100%. C'est un traitement minute. Il est peu contraignant à part l'injection. Et il n'a pas d'antibiorésistance. Il est de faible coût. Il fait mal. Alors après, il fait mal, mais il peut, selon comment on le fait, ça fait peut-être un peu moins mal. Donc il faut savoir l'injecter aussi. Alors les autres traitements, il y a la pénicilline V, l'uraciline. Là, il y a différentes concentration. La posologie chez l'adulte, c'est 2 à 4 millions d'unités en 2 à 3 prises pendant 10 jours. Chez l'enfant, jusqu'à 40 kg, 50 à 100 000 unités kilo-jour pendant 10 jours. Et puis en cas d'allergie à la pénicilline, c'est l'érythromycine. 20 mg kg chez l'enfant, matin et soir, pendant 10 jours pour les groupes à risque et pendant 6 jours pour les autres. Et 800 mg chez l'adulte, matin et soir, également pendant 10 jours chez les groupes à risque et pendant 6 jours chez les autres. Et ensuite, on passe au rhumatisme articulaire aigu. Quand on pose le diagnostic d'un rhumatisme articulaire aigu ou qu'on a une suspicion de rhumatisme articulaire aigu, il faut hospitaliser l'enfant. Pour faire le bilan, d'abord le mettre au repos. Faire le bilan, le traiter, faire le bilan cardiologique, donc une échographie cardiaque pour rechercher une valvulopathie, éduquer les familles et envisager la prise en charge après la sortie de l'hôpital. Donc les symptômes du RAA, ça va être de la fièvre, une polyarthrite ou des polyarthralgies migratrices des grosses articulations, des atteintes neurologiques, la chorée de Sydenham, ça donne des mouvements un peu désordonnés des enfants. La cardite clinique, un souffle à l'auscultation, des signes d'insuffisance cardiaque, un frottement péricardique. On peut avoir une cardiomyogalie à la radio et on va faire une recherche de valvulopathie, essentiellement des valves mitrales et aortiques en échographie. Et puis on a des atteintes cutanées qui sont rares mais pathognomoniques, l'érythème marginé et les nodules sous-cutanés. Alors le traitement curatif du RA, ça va être le traitement de l'angine comme on l'a précédemment décrite. Ensuite, on va avoir le traitement notamment dans les polyarthrites par aspirine, 50 à 60 mg kg, que l'on peut augmenter jusqu'à 125 mg kg jour en cas de non-réponse au bout de 15 jours. Et on rediminuera cette posologie une fois que les symptômes vont diminuer. C'est un traitement à éviter en période de dengue, donc c'est compliqué en Calédonie. Même si maintenant on a notre fameux moustique, donc ça va mieux. Les glucocorticoïdes sont utilisés pour les cardites modérées à sévères. C'est vrai qu'on observe quand même des réponses quand on a des insuffisances cardiaques, enfin des cardites modérées à sévères en échographie et qu'on les est en phase inflammatoire. On observe quand même des réponses avec des diminutions de l'atteinte valvulaire au bout de quelques semaines. Alors c'est instauré après un traitement par ivermectine pour éliminer l'angululose invasive et on fera toujours une échographie cardiaque avant. Traitement par digoxine et anticoagulation en cas de trouble du rythme cardiaque, essentiellement la fibrillation auriculaire. Les diurétiques et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion en cas d'insuffisance cardiaque en phase aiguë pour les diurétiques. Traitement antalgique par paracétamol et codéine à dose usuelle. Le Tegretol pour les chorées pour un traitement de 2 à 4 semaines et surtout le repos au lit. Prévention des rechutes, ça je laisserai Jean-Michel en parler. Prophylaxie par la PNIG. L'hygiène dentaire, extrêmement importante. Il faut vraiment, quand on a un contexte de rhumatisme articulaire aigu, prendre en soin ces enfants au niveau dentaire avec une consultation annuelle qui est prise en charge par la CAFAT à 100% quand on pose le diagnostic de RAA. Et si on a une cardite associée, la prise en charge est étendue aux soins après accord préalable avec la CAFAT. Donc le dentiste fait une demande par mail et il a un retour de la part de la CAFAT dans les 4 jours. C'est à renouveler tous les ans. Et enfin, on arrive à la cardite rhumatismale chronique. Donc là, c'est la prévention tertiaire. Donc là, on va essayer de diminuer la morbidité, la mortalité de ces enfants. Chez l'enfant, c'est essentiellement l'insuffisance mitrale. Le mode de découverte, ça va être une dyspnée, des signes d'insuffisance cardiaque gauche, un souffle systolique doux à l'auscultation.
Le traitement en phase aiguë, on va mettre des diurétiques, et puis on va rajouter des IEC. Et si ça ne suffit pas, notamment quand on a une hypertension artérielle pulmonaire avec des pressions ventriculaires droites supérieures à 50 mm de mercure, des troubles du rythme, ou alors vraiment une dilatation importante du ventricule gauche, des cavités gauches, dans ces cas-là, il faut envisager une prise en charge chirurgicale, essentiellement en Australie. On travaille beaucoup avec l'Australie, en Nouvelle-Calédonie, et on essaiera de privilégier la plastie mitrale, mais des fois, ce n'est pas possible. Et il va falloir envisager un remplacement valvulaire, essentiellement des valves mécaniques chez l'enfant, et ça va poser le problème d'une anticoagulation à vie et une bonne compliance des parents. Ensuite, on retrouve le rétrécissement mitral, moins fréquent chez l'enfant. Donc là aussi, des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Les traitements médicaux, ça va être plutôt des bêta-bloquants et des inhibiteurs calciques bradycardisants pour favoriser le remplissage du ventricule, plus ou moins des diurétiques en phase aiguë, des AVK en cas de fibrillation auriculaire avec un INR cible entre 2 et 3. Et puis le traitement chirurgical ou la plastie mitrale percutanée en cas de RM sévère. L'insuffisance aortique, c'est la dernière cardite qu'on voit chez les enfants, qui est souvent associée à l'insuffisance mitrale. Le mode de découverte, une dyspnée, une insuffisance cardiaque gauche, un souffle diastolique. Là aussi, le traitement en phase aiguë, c'est les IEC et les diurétiques. Et là aussi, on peut aboutir à un traitement chirurgical en cas d'insuffisance aortique sévère et chez l'enfant, une valve mécanique. Alors l'anticoagulation et la cardite trupantismale chronique, essentiellement les AVK, la warfarine, la coumadine, les cibles d'INR 2 à 3 pour les fibrillations auriculaires et pour les prothèses mécaniques 2,5 à 3,5 voire 3 à 4 selon le type de prothèse ou la position. C'est une maladie à déclaration obligatoire auprès de la Direction des Affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie. Et je vais vous citer une étude qu'on a fait au CHT sur 396 nouveaux cas de cardiopathie rhumatismale hospitalisés entre 2005 et 2013. L'âge médian de découverte, c'était 18 ans, entre 10 et 40 ans. La population mélanésienne, c'était 71% des patients. La population polynésienne, 22%. On retrouvait un antécédent familial de RA dans 60% des cas. L'insuffisance mitrale de grade supérieur ou égal à 2 représentait 41% des patients. La sténose mitrale modérée à sévère, 22% des patients. L'insuffisance aortique de grade supérieur à 2, 21%, supérieur ou égal à 2, 21% des patients. Et la sténose aortique modérée à sévère, 2% des patients. Au total, quand on diagnostiquait un nouveau cas, dans 67% des cas, on avait déjà une cardiopathie rhumatismale chronique modérée à sévère. Et on retrouvait dans 18% des cas une hypertension artérielle pulmonaire supérieure à 35 mm de mercure. Donc moi, je vais finir sur un cas clinique qu'on a eu récemment à l'hôpital. C'est un enfant de 11 ans. Il a comme antécédent une mère qui a une cardite rhumatismale chronique et qui a été opérée il y a quelques années et qui a eu une valvuloplastie de sa valve mitrale. En septembre 2021, on lui diagnostique un RA. En juin 2022, on lui retrouve une cardite rhumatismale de bas grade, un IM de grade 1 à 2, et il est mis sous extensiline toutes les 4 semaines. En mai 2023, on le revoit et on constate une aggravation de son insuffisance mitrale. Donc on augmente les injections à toutes les 3 semaines. Mais la prophylaxie, elle reste irrégulière. Et en septembre 2023, on l'hospitalise pour une altération de l'état général, des palpitations, une dyspnée, une orthopnée. Donc on lui fait une échographie. Alors, est-ce que ça va marcher, ça? Voilà. Alors, je vais peut-être faire ça comme ça. Donc là, on voit l'insuffisance mitrale majeure ici. Il y a même une deuxième fuite ici, une petite insuffisance aortique, l'insuffisance tricuspide ici, qui permet d'évaluer les PVD. Alors, l'IT, en fait, c'est plus un retentissement de l'augmentation des pressions dans l'oreillette gauche.
On voit que l'oreillette gauche est très très dilatée par rapport à l'oreillette droite qui est ici. Un ventricule gauche aussi qui est dilaté par rapport au ventricule droit qui est ici. Donc quand on fait un mode bidimensionnel, on voit en fait la grande valve mitrale ici avec un défaut de coaptation à la fermeture qui est responsable de l'insuffisance mitrale. Donc en dynamie, voilà, on voit l'insuffisance mitrale. Non, j'y arrive pas. Donc on a vu là que la grande valve mitrale, elle se fermait pas bien. Et ici, on voit en fait cette insuffisance mitrale majeure là, qui va remplir l'oreillette gauche à la fermeture de la valve. Donc au total, en échographie, on a une insuffisance mitrale qui est majeure, une dilatation des cavités gauches. L'oreillette gauche est mesurée à 30 cm² pour une oreillette droite à 10 cm². Le ventricule gauche est dilaté. Il a un gradient à travers la mitrale qui est un peu augmenté, donc il y a aussi un degré de rétrécissement mitral. Il a une insuffisance aortique qui est modérée. Et surtout, il a une hypertension avec des PVD à 60 mm de mercure. Donc sa prise en charge, repos au lit, les diurétiques, la Zilix à 10 mg 2 fois par jour, de l'aldactone à 25 mg une fois par jour. On l'a mis sous corticoïde, 2 mg kg jour, et sous IEC, nalaprine 5 mg par jour. Et en fait, ça n'a pas vraiment arrangé la situation. Donc on l'a évassané en octobre 2023. Et il a eu en novembre 2023 une plastie de sa valve mitrale avec délamination des cordages et annuloplastie. Il a été réadressé en Nouvelle-Calédonie début 2024. Son évolution, bien sûr, est à suivre. Et c'est probablement un candidat à un remplacement valvulaire, voire bivalvulaire, probablement par des valves mécaniques à l'avenir, ce qui voudra dire qu'il faudra lui donner des AVK à vie et qu'il faudra qu'on ait une bonne compliance des parents pour la prise de ces AVK. Donc là, on voit la plastie. Voilà, on voit la plastie de la valve mitrale. Donc on voit que l'insuffisance mitrale a diminué, que la taille des cavités gauches a diminué. On voit qu'il reste ici une fuite aortique. Et ça, c'est la fuite aortique en coupe longue axe. Donc on voit quand même qu'elle est modérée, mais qu'elle va être à surveiller quand même de près. Je vais passer la parole à Jean-Michel pour la poursuite de la présentation. Tu ne me l'as pas débranché, hein. Ça marche? Ouais. Oh. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur après ces deux brillants exposés. Donc moi, je suis le docteur Meunier, je suis le plus ancien cardiologue de Nouvelle-Calédonie. Pas le plus vieux, parce qu'il y en a des plus vieux que moi, mais moi, je suis le plus ancien. Je suis arrivé ici en 1985. Donc je venais de Marseille, où j'avais déjà une bonne connaissance du RA, parce qu'on soignait à Marseille tout le Maghreb et toutes les valvulopathies rhumatismales. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet. Alors, comment je change par là? Voilà. Donc mon exposé il va se dérouler en 3 parties. Je vais vous faire une première partie sur les critères diagnostiques du RA, avec les fameux critères de Jones qui ont été les dernières révisions qui datent de 2015. Après, je vais vous faire les nouveaux critères de la Fondation mondiale du cœur, la WHF, de 2023, qui viennent de sortir et qui ont actualisé les critères qui étaient sortis en 2012, dont on se servait jusqu'à maintenant, mais qui sont assez proches. Et enfin, une troisième partie importante sur la prévention secondaire du RA. Alors, je ne pouvais pas commencer cet exposé sur le RA sans vous parler de ce monsieur, ce docteur, c'est un éminent docteur, qui est Jean-Baptiste Bouillot, vous voyez, qui est né en 1796, décédé en 1883,
Et c'est lui qui a décrit pour la première fois la maladie. Et on appelait ça d'ailleurs la maladie de Bouillot. Moi, quand j'ai fait mes études, on parlait de la maladie de Bouillot. Les plus anciens d'ici le savent. Et donc lui, c'est le premier qui a fait, alors c'était pour la petite histoire, c'était un chirurgien major des armées napoléoniennes. Donc il a fait toutes les campagnes dans son jeune âge. Et après, il s'est installé à Paris, il a fait de la recherche en neurologie, en cardiologie. Et il a sorti le traité, dans le traité des maladies du cœur, son traité clinique avec des planches dessinées, vous voyez, de l'époque. En 1835, c'est lui qui a pour la première fois décrit la maladie et qui a fait l'association entre l'arthrite et les atteintes du cœur, la pancardite et surtout l'endocardite avec des lésions particulières, des nodules d'Aschoff et un épaississement des valves. Donc voilà, je voulais le citer parce que voilà, c'est tout. Alors après, donc juste rapidement, mais là j'ai mis plusieurs plaques que j'avais fait sur d'anciens exposés. Donc c'est une maladie extrêmement fréquente. Ça c'est des statistiques qui datent de 10 ans maintenant, où il y a à peu près au moins 30 millions de... Alors attendez, oui, 20 millions de CRC dans le monde. Il y a surtout, c'est la cause la plus fréquente de cardiopathie chez l'enfant, le RA. Et c'est la cause de mortalité cardiovasculaire la plus fréquente chez les adultes, chez les enfants et chez les adultes de moins de 40 ans. Donc ça touche surtout les populations des pays en voie de développement. Le hotspot, c'est l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, c'est là, où ils ont une incidence de 5,7 cas pour 1000, une prévalence pardon, de la CRC chez les enfants de 5 à 14 ans de 5,7. Et nous, on est juste derrière, hein. On est en Océanie, on est à 3,5. Dans le Maghreb, ça a réduit à 1,8. Bon, vous voyez, en Europe, en Amérique du Nord, c'est assez faible. En Amérique du Sud, il y en a encore. Les Chinois, je pense qu'ils ont ils ont minimisé leur impact. Donc voilà. Alors, nous, on a l'avantage d'être à côté de l'Australie. Et l'Australie, c'est un pays développé, mais qui a des communautés à haut risque comme nous. Les populations océaniennes, donc les Maoris de Nouvelle-Zélande et les aborigènes d'Australie. Et donc, ils ont particulièrement bien étudié la question. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de leurs travaux. Alors, là encore, sur le plan épidémiologique, je ne trouve plus le truc là. Voilà, il est là. Donc le RA, ça touche essentiellement les enfants la crise de RA, elle touche essentiellement les enfants de 5 à 14 ans, avec un pic d'incidence de la maladie à 6-8 ans. Vous voyez, quand on regarde ça en bleu, cette courbe bleue, c'est le RA, et cette courbe rouge, c'est la CRC. Donc vous voyez, la CRC, elle est décalée par rapport au RA. Et le pic, donc ça commence, c'est rare avant 3 ans, et c'est rare après 25 ans, mais il peut y avoir encore des crises tardives passé 45 ans. Il faut savoir que cette maladie, c'était la principale cause de mortalité chez les jeunes au siècle dernier aux États-Unis. Elle tuait. C'était devant la tuberculose. Et que cette maladie a reculé, pas tellement parce qu'il y a eu l'arrivée des antibiotiques, mais simplement, comme l'a souligné Laurent, c'est le niveau socio-économique qui a permis d'améliorer les choses avec l'hygiène, la baisse de la promiscuité. Quand vous regardez ça, c'est une courbe de mortalité liée au RA. Et là, donc, c'est 1910, là, c'est 1980. Vous voyez que la courbe, elle baisse bien avant l'introduction des antibiotiques. Vous voyez, les premiers sulfamides, c'est dans les années, c'est en 1935. La pénicilline, c'est pendant la guerre, là, en 1945. On avait déjà classifié les streptocoques un peu avant 1930. Donc c'est vraiment l'amélioration du niveau de vie et de l'hygiène, de la propreté et surtout de la promiscuité. Moins de gens qui dorment dans la même, dans la même chambre. Après, je voulais alors, tout le... Oui. Ouais, pardon. D'accord. Donc, je voulais que vous regardiez cette phrase aussi. Tout le monde n'est pas prédisposé au RAA.
et toutes les souches de streptocoque A ne sont pas capables de causer un RAA chez un hôte prédisposé. Il est probable que 3 à 5% des individus de n'importe quelle population, je dis bien de n'importe quelle population, ont une prédisposition inhérente au RAA, bien que les bases de cette susceptibilité soient inconnues, sont probablement génétiques. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 3 à 5% des individus, quelles que soient les populations, qui développeront un RAA s'ils sont en contact avec une souche rhumatogène de Streptoa. Donc dans la même tribu, par exemple ici, il y a des gens qui vont faire du RAA et d'autres non. Il va y avoir des familles à RAA et donc il faudra les surveiller particulièrement. Alors les critères diagnostiques. Les critères diagnostiques, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc elles sont basées sur les critères de Jones. Alors qui c'était ce fameux Mr. Jones, le Dr. Jones? Eh bien, alors attendez, j'ai raté mon effet, merde. Je me suis inspiré pour les critères diagnostiques et pour la prophylaxie de ce guide-là australien, des guidelines australiens. Je vous recommande de noter cette référence, la RHD Australia. Vous tapez ça sur Google ou sur l'application de votre téléphone et vous pouvez télécharger une application qui vous fait tous les diagnostics, enfin qui vous aide au diagnostic, au traitement, etc. C'est vraiment très très bien fait. Donc, qui était Jones? On va savoir. Alors c'était lui, Thomas Duckett Jones. Alors lui, c'est un Américain, c'est plus un Français. Vous voyez, il est né en 1899, donc il a vécu au début du XXe siècle. Et lui, il était à Boston, il était originaire de Boston, il a travaillé à Londres, à New York, et c'est lui le premier qui a essayé de mettre en place les critères diagnostiques. Parce que c'est un diagnostic qui est difficile, qui est basé sur des critères majeurs, des critères mineurs, une preuve d'infection à streptocoque. Et donc lui, c'était le premier qui a essayé de mettre ça en place. Donc vous voyez, à l'époque, il y avait la cardite déjà, il y avait l'arthrite, la chorée, les nodules sous-cutanés, l'érythème marginé, en 1944, c'est sorti ça. L'érythème marginé était dans les critères mineurs, et comme critère majeur, il y avait aussi un antécédent de RAA ou de CRC. Dans les critères mineurs, fièvre, douleur abdominale, parce que ça atteint en fait tous les tissus. On a parlé de la peau, du cerveau, de l'endocarde, et des articulations, mais ça atteint aussi le poumon, ça atteint le foie, etc. Donc il y avait donc les douleurs précordiales, les épistaxis, des signes pulmonaires, et puis des examens complémentaires avec des anomalies à l'électrocardiogramme, une anémie microcytaire due à l'inflammation, élévation de l'AVS, enfin des globules blancs et une évaluation de l'AVS. Donc voilà, ça c'est les premiers critères. Alors au fil du temps, ils ont été remaniés, révisés en 92, en 2003, en 2008 et ainsi de suite pour améliorer le diagnostic. Et on est arrivé aux derniers critères sortis, qui sont les critères de 2015. Donc, pour faire simple, vous avez toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans ces critères révisés? C'est qu'on va faire deux populations, les populations à bas risque et les populations à haut risque. Pourquoi? Parce que si on applique les critères stricto sensu tels qu'ils étaient faits avant dans les populations à haut risque, on va perdre des gens dans le diagnostic. On va manquer de sensibilité. Donc dans les populations à risque, comme ici, on va appliquer les critères de droite. Et dans les populations à faible risque, on appliquera les critères de la colonne de gauche. Donc il y a 5 critères majeurs de chaque côté, 5 critères majeurs, et dans les critères mineurs, il y en a 4 de chaque côté. Alors classiquement, il y a la cardite, Laurent vous en a parlé. Alors longtemps, les Américains ne considéraient comme cardite que la cardite clinique, le souffle, le frottement, l'essoufflement, la cardiomégalie, etc. Mais ils ne considéraient pas l'écho, ce qui était alors fort dommage parce qu'il y a des formes qui sont infracliniques, où on n'entend pas de souffle, et pourtant il y a une atteinte d'une valve. Donc ils ont intégré l'écho à partir de 2015, mais nous on l'avait déjà intégré grâce aux Australiens, parce que ça c'est les Américains. Grâce aux Australiens, on les a intégrés depuis plus longtemps, depuis 2012. Donc la cardite, on en a parlé.
La polyarthrite, alors classiquement, la polyarthrite, c'était pour tout le monde, et maintenant, c'est que pour les bas risques. Dans les hauts risques, une polyarthralgie devient un critère majeur. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'avoir une arthrite, une articulation chaude, gonflée et rouge. Si vous avez une monoarthrite aussi, c'est considéré comme un critère majeur, à condition que vous ayez éliminé une arthrite septique, qui est le principal diagnostic différentiel. Bon, la chorée, c'est la même chose dans les deux cas. L'érythème marginé, c'est la même chose, et le nodule sous-cutané. Je vous en montrerai des photos. Dans les critères mineurs, alors dans les critères mineurs, habituellement, on avait la polyarthralgie ou la monoarthrite aseptique. Chez les hauts risques, la monoarthralgie qui ne correspondait à rien devient un critère mineur. On a intégré ça. Donc un enfant qui a une monoarthralgie plus le reste, on peut le considérer comme un critère mineur. La fièvre. Alors, il y a une différence. Quand vous êtes à bas risque, on dit supérieur ou égal à 38,5. Par contre, quand vous êtes à haut risque, une fièvre supérieure à 38 suffit. Et si vous examinez l'enfant et qu'il est apyrétique, mais qu'il a pris des antipyrétiques, du paracétamol, de l'aspirine, on fait confiance aux parents s'ils certifient qu'ils ont pris la température et qu'il était fébrile. Ça devient... Pour ce qui est de l'AVS, l'AVS dans le bas risque, c'est 60 et la CRP, c'est 30. Dans le haut risque, c'est 30 et 30. L'allongement de PR. Alors, je voudrais que vous regardiez bien l'allongement de PR, ça peut vous servir. L'allongement de PR, il est fonction de l'âge. C'est-à-dire que, normalement, le PR, il est allongé à partir de 200 millisecondes chez l'adulte. Mais chez l'enfant, entre 3 et 12 ans, il suffit qu'il soit supérieur à 0,16 à 160 millisecondes et c'est déjà un allongement de PR. Donc ça peut vous donner un critère mineur en plus. S'il a entre 12 et 16 ans, c'est 180 millisecondes, et à partir de 17 ans et plus, c'est comme pour l'adulte, c'est 200 millisecondes. Une chose à savoir, c'est que si vous avez un allongement de PR, et que 1 à 2 semaines ou 3 semaines après le traitement, vous avez une régression du PR, il se normalise, c'est hautement en faveur d'un RA. S'il reste en place, c'est peut-être qu'il avait déjà un BAV du premier degré. Alors voilà, c'est pour la répartition des principaux symptômes, des critères majeurs. Donc vous voyez, la cardite, c'est la plus fréquente en fait, la cardiette. 75% c'est de la polyarthrite. La chorée, ça représente 10%, c'est un peu moins fréquent, mais c'est quand même assez fréquent. Ça touche surtout les petites filles, les adolescentes, et les femmes enceintes et les femmes sous pilule, d'après ce que j'ai lu. L'érythème marginé et les nodules sous-cutanés, ils sont très rares, c'est 1 à 2%. Moi, j'ai vu qu'un érythème marginé, jamais vu de nodosité. Mais par contre, ils sont hautement spécifiques de RA et ils sont souvent associés à de la cardite, comme la chorée d'ailleurs. Quand il y a de la chorée, il faut les chercher, il faut les traquer le cœur. Alors, ce que je voulais vous dire aussi au niveau de la cardite, si vous avez un souffle, et que donc vous le considérez comme un critère majeur, et que vous faites une écho, et que les valves sont normales, ce n'est plus un critère majeur. On l'élimine. Donc c'est utile de faire l'écho rapidement quand il y a une suspicion de RA. Alors voilà, les fameux érythèmes marginés là à gauche, donc sur une peau claire, à droite sur une peau sombre, et les nodules sous-cutanés de Ménez, ça s'appelle. Vous voyez, ce sont des nodules entre la taille d'un grain de riz et une noisette, indolores, qui sont sur la phase d'extension des articulations et qui disparaissent comme ils sont venus. Donc, comme vous l'a dit Laurent tout à l'heure, l'atteinte neurologique, l'atteinte articulaire et l'atteinte cutanée disparaissent normalement, complètement, tandis que la cardite, elle, c'est elle qui pose le problème. Alors, les critères écho en phase aiguë d'un infarctus, il suffit d'avoir d'un infarctus, putain, secours. D'un RA, il suffit d'avoir, le critère minimum, c'est d'avoir une insuffisance mitrale ou une insuffisance aortique pathologique. Alors, on dit que c'est pathologique quand une insuffisance mitrale, vous voyez là, elle est holosystolique.
et que sa longueur est supérieure à 2 cm. Et la fuite, l'insuffisance aortique, elle est holodiastolique, vous voyez, toute la diastole, et l'extension est supérieure à 1 cm. Donc ça suffit à dire qu'il y a une cardite. On n'a pas besoin de critères morphologiques, mais on peut y associer des critères morphologiques qui sont résumés là. Alors en phase aiguë, c'est surtout une dilatation de l'anneau, une élongation des cordages, ce qui sont responsables des fuites, ou une rupture de cordage, et puis il y a des nodules aussi. Le reste, c'est des manifestations chroniques. Il y a un épaississement des valves, une rétraction des valves, et on les voit plutôt dans la cardite rhumatismale chronique. Voilà, on voit la fuite en haut à droite. Alors là, c'est pour faire un peu d'iconographie sympathique. Donc là, c'est une jeune fille de 19 ans, enceinte, qui se retrouve avec ça. Donc vous voyez, la valve mitrale là, qui est retenue, la grande valve mitrale qui est retenue, il y a une rétraction des cordages, il y a une symphyse des commissures. La petite valve là qui est dessous, vous voyez, elle bouge quasiment plus, elle est verticalisée. Et là, il y a un aspect en crosse de hockey. Vous voyez que la valve aortique aussi, elle est atteinte. Il y a elle est ourlée. Vous voyez, les bords libres sont épaissis. Là, quand ça se referme, c'est épaissi. Et quand on met la couleur, on voit la fuite au niveau de la valve aortique. Là, on distingue la fuite aortique qui monte comme ça. Et là, à travers, vous voyez, la valve mitrale s'ouvre assez difficilement. La petite valve ne bouge pas. La grande valve, elle s'ouvre, et il y a une accélération de flux à travers le pertuis. Comme il y a un rétrécissement, le flux est accéléré. Ça, c'est une coupe de la valve aortique vue de dessus, si vous voulez. Il y a les trois feuillets aortiques qui sont épaissis. Et quand la valve se ferme, normalement, ça devrait être complètement étanche. Il y a un aliasing, il y a un flux qui passe à travers. Là, c'est une autre incidence, une coupe 5 cavités. Donc la valve aortique, elle est là. Et vous avez le flux qui remonte. Alors ça, c'est pas du tout la même patiente, c'est encore une patiente, mais c'est pour vous montrer une fuite mitrale. Je voulais vous montrer une fuite mitrale. Alors on peut avoir en phase aiguë des fuites. Moi, j'ai vu des gamines qui étaient adressées, elles avaient 5-6 ans, avec des crises de RA monumentales, et avec des fuites grade 4, où on se dit, c'est cuit, quoi. Il va falloir la faire opérer. Et en les traitant correctement, antibiotiques, enfin, hexancilline et corticoïdes, elles peuvent régresser quasiment complètement. Ce qui permet de gagner du temps. Voilà, d'un grade 4, on peut passer à un grade 1. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc, il faut traiter, bien sûr. Pardon. Alors, une fois qu'on a tous ces critères, là, comment les organiser? Donc, pour faire le diagnostic de RAA, alors il y a trois situations. Soit c'est un RAA initial avéré, soit c'est une rechute, donc il y a un antécédent déjà de RAA qui est connu, ou une CRC qui est connue, ça sera une rechute. Et il y a des cas où il manque des éléments, on parle de RAA probable, et là on les sépare en deux, forte suspicion ou RAA possible, incertain. Bon, alors le RAA initial avéré, si vous avez deux critères majeurs, hein, qu'on a vu tout à l'heure, ou un critère majeur, plus 2 mineurs, le tout associé à une preuve d'infection récente à strepto A, culture de gorge, élévation des aslos, des as d'or, les tests antigéniques rapides. Avant, on comptait aussi la scarlatine, qui était typique du strepto A. Là, on a un RAA avéré. Donc 2 majeurs ou 1 majeur plus 2 mineurs et une preuve d'infection AR. Si le patient a déjà eu un RAA connu, alors sauf si la crise, elle est de moins de 3 mois. Si elle est de moins de 3 mois, c'est peut-être la même crise qui évolue. Donc il faut qu'il y ait une crise précédente de plus de 3 mois ou une CRC connue. Alors là, c'est pareil qu'en haut. 2 majeurs, 1 majeur et 2 mineurs ou 3 mineurs. Il suffit d'avoir, si vous avez un antécédent de RAA ou de CRC, si vous avez 3 critères mineurs, vous pouvez porter le diagnostic de rechute de RAA. Et puis alors des fois, le RAA est probable. Alors, le tableau étant incomplet, il manque un majeur, un mineur, il manque la sérologie, etc. Donc on ne sait pas. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit
votre intuition de praticien vous fait penser que c'est très, très, très probablement un RAA, jusqu'à preuve du contraire. Merde. Là, on s'inquiète, ça folle. Soit le diagnostic est incertain. On va voir l'importance de cette chose, c'est pour le traitement. Alors maintenant, on va arriver dans les critères échocardiographiques. Donc, ils sont sortis il n'y a pas longtemps, là, en 2023. Alors, il y a trois sous-parties là-dedans. Il y a d'abord les critères de dépistage, c'est-à-dire que quand les médecins dépisteurs vont dans les écoles, nous on a choisi de faire des dépistages en CM1 des enfants de 9 ans, puisqu'il y a le pic qui était à 6-8 ans. Après, en les dépistant en CM1, on va en ratisser un certain nombre. On va pouvoir les suivre jusqu'en CM2, parce qu'après, ils passent au collège et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc on fait un dépistage, donc le médecin va dans les écoles, il fait son dépistage dans des conditions moins confortables que nous qui faisons la confirmation. Après, il y a des critères de confirmation pour une dysfonction valvulaire, les critères morphologiques de confirmation, et après on fait une classification, une fois qu'on a fait tout ça. Alors, pour le dépistage, quand le médecin va dans les écoles, il doit dépister ou une insuffisance mitrale, ou une insuffisance aortique, ou une sténose mitrale. Donc pour l'insuffisance mitrale, il faut qu'il y ait 3 critères. Il va regarder la longueur du G. Avant c'était 2 cm, maintenant on a mis 1,5 si le poids est en dessous de 30 kg ou l'âge est inférieur à 10 ans, et 2 cm si le poids est supérieur à 30 kg. Ça c'est un premier critère. Il faut l'avoir sur au moins une incidence et au moins sur 2 images consécutives. Bon, c'est technique, hein, c'est pour les échographistes, mais je vous le signale quand même. Pour l'insuffisance aortique, 3 critères aussi requis. Et là, c'est tout IA. On ne regarde pas la longueur de la fuite aortique. Il n'y a plus 1 cm, 2 cm. La valve aortique fuit, on la met de côté. Sur moins une incidence et 2 images consécutives. Parce que la fuite mitrale est assez fréquente, mais la fuite aortique est rare. Donc quand elle existe, il faut se poser des questions. Et là, alors là, ils ont appelé ça sténose mitrale, bien que ce ne soit pas vraiment une sténose mitrale. C'est dès qu'il y a un mouvement restrictif des feuillets avec réduction de la valvulaire, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un rétrécissement mitral hémodynamique. Mais enfin bon, eux, ils ont appelé ça sténose mitrale. Donc s'il y a une restriction d'un feuillet au dépistage, on le compte comme positif. Donc voilà, dépistage positif, une IM, une IA, ou une sténose mitrale définie, dépistage négatif, absence de tout IM, IA ou sténose mitrale définie. Une fois qu'on a sorti tous ces positifs, on les envoie en confirmation. Alors pour la confirmation, on s'est inspiré des guides de 2015, là, je vais passer dessus pour ne pas alourdir. Donc, est considéré comme on va faire des critères de confirmation pour une dysfonction valvulaire. Vous avez 3 niveaux. La fuite mitrale pathologique, la fuite aortique pathologique et la sténose mitrale. Donc pour qu'une fuite mitrale soit pathologique, il faut qu'elle réponde à ces 4 critères. Ces 4 critères sur 4. Il faut voir la fuite sur au moins 2 incidences. Parce qu'il y a 3 incidences, c'est encore mieux, mais si vous l'avez que sur une seule incidence, le critère saute. La longueur de G, elle doit être supérieure à 1,5 si vous faites moins de 30 kg, supérieure à 2 cm si le poids est supérieur à 30 kg. La vélocité, c'est-à-dire la vitesse de la fuite en Doppler continu, elle doit être supérieure à 3 mètres par seconde au niveau du corps de l'enveloppe qui doit être complète. Et le G doit être holosystolique, c'est-à-dire qu'il doit être sur toute la systole et au moins sur une enveloppe, parce que des fois on ne le voit pas. Alors pour ceux qui font de l'écho, parfois c'est difficile d'aligner une fuite, c'est-à-dire qu'elle est sur une incidence, elle va être protosystolique, sur l'autre elle va être mésosystolique, et sur l'autre elle va être télésystolique. Alors là, cette fois, ils considèrent que si vous arrivez sur une incidence, vous la voyez en proto, l'autre en méso ou en télédiastole, c'est systole ou diastole, et ben c'est considéré comme pathologique. Au niveau de la fuite aortique, c'est la même chose, sauf que la longueur de G est plus petite, c'est 1 cm au lieu de 1,5 ou 2.
Et la sténose mitrale, il faut soit un mouvement restrictif, enfin il faut les deux, un mouvement restrictif des feuillets, il faut que le feuillet soit restrictif, avec une réduction d'ouverture de la valve, et aussi il faut un gradient supérieur à 4 mm de mercure. Un gradient normal, il est inférieur à 2, donc quand il est supérieur ou égal à 4 mm de mercure, ça veut dire qu'il y a un frein à travers la valve mitrale. Mais on peut voir des gradients élevés au niveau du gradient mitral, du gradient systolique, parce qu'il y a une grosse fuite qui fait un hyperdébit, et ça crée une sténose relative qui est, qui est fonctionnelle. Donc maintenant, ils ont rajouté cet item, c'est-à-dire qu'en plus, avant, il suffisait d'avoir 4 mm de mercure de gradient, et on avait une sténose mitrale. Maintenant, il faut les 4 mm de mercure et le mouvement restrictif de la valve. Alors après, les critères de confirmation, les critères morphologiques. Donc, je vous l'avais montré sur les vidéos. Donc, sur la valve mitrale, l'épaississement de l'appareil valvulaire. Alors, un ou deux critères, c'est-à-dire soit vous avez un épaississement du feuillet mitral antérieur, soit un épaississement des cordages, soit les deux, mais il suffit qu'il y en ait un des deux et vous avez un critère morphologique. La mobilité valvulaire anormale, c'est-à-dire le mouvement restrictif, je vous en ai parlé, et un mouvement excessif de l'extrémité du feuillet antérieur pendant la systole, je vous montrerai ce que c'est sur une autre diapo. Sur la valve aortique, épaississement des sigmoïdes, prolapsus d'une sigmoïde, mouvement restrictif, défaut de coaptation en diastole. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais c'est technique, c'est de l'écho. Hein. Donc là, c'est une vue qui va vous montrer sur la mitrale. Ça, c'est une valve normale qui se ferme. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle le plan de l'anneau, là, ce petit pointillé, c'est le plan de l'anneau. La valve antérieure, la valve postérieure, ça ne dépasse pas le plan de l'anneau. Ça, c'est un mouvement excessif de l'extrémité d'un feuillet mitral. Vous voyez, normalement, là, ça se ferme comme ça, et là, il y a un cordage qui est une élongation de cordage ou un cordage pété, et ça vient en arrière. Ça, c'est la maladie, ce qu'on appelle la maladie de Barlow, le prolapsus valvulaire mitral, stricto sensu. C'est une autre maladie, c'est une dystrophie du tissu conjonctif des valves. Et vous voyez, c'est une ballonisation des feuillets. Le point de coaptation reste à l'intérieur du ventricule gauche, mais le corps de la valve ballonise. C'est pour ça qu'on appelle ça ballonisation de la valve mitrale. Ça, c'est les critères morphologiques. Donc, une ouverture normale de valve, c'est comme ça. Et quand il y a une rétraction de la grande valve et une immobilité de la petite valve, ça donne cet aspect. Donc, l'aspect là en batte de hockey et le feuillet postérieur qui, au lieu de bien venir s'ouvrir, eh ben, il est bloqué. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va faire la classification. Bon, c'est un tableau un peu compliqué. Alors avant, on disait borderline, on disait modéré, avéré, modéré, légère, etc. Maintenant, on fait grade A, grade B, grade C. Alors, je vais essayer de vous détailler ça. Donc, la grade A, ça correspond en dépistage à l'existence d'une insuffisance mitrale ou d'une insuffisance aortique légère qui sont pathologiques sans critères morphologiques. L'enfant est asymptomatique, il n'a jamais fait de RA, et on découvre en dépistage, en confirmation, une fuite pathologique. Ça s'appelle le grade A. C'est réservé aux patients de moins de 20 ans. Au-delà de 20 ans, ça ne compte plus. Après, la grade B. Donc là, on tombe vraiment dans la cardiopathie rhumatismale chronique, ce qu'on appelait avérée. Alors légère parce que les résultats échographiques sont légers. Il faut une fuite ou une IM ou une IA légère, pathologique, et un critère morphologique si l'individu a moins de 20 ans. Avant, il fallait 2 critères morphologiques. Là, on n'a plus qu'un seul critère morphologique. Si vous avez 2 critères, pour plus de 20 ans, il faut 2 critères morphologiques. Donc ça, c'est fuite associée à des critères morphologiques. Par contre, vous pouvez avoir aussi considéré comme CRC légère 2 fuites qui coexistent. Une IA et une IM légère qui coexistent, ça devient une CRC légère grade B. La grade C, c'est tout le reste. La grade C et la grade D, c'est à peu près la même chose. C'est
quand déjà les critères échographiques sont des CRC modérés ou sévères échographiquement, dès qu'il y a en fuite, dès qu'il y a un RM ou un rétrécissement aortique, dès qu'il y a une HTAP, une dysfonction systolique. C'est la même chose en échographie là et là. La grade C, c'est quelqu'un, enfin, on va commencer par la grade D. Là, c'est une CRC qui est compliquée. Elle a été opérée, elle est en insuffisance cardiaque, il y a une arythmie, une fibrillation, il y a eu des AVC, une endocardite. Donc il y a des critères, il y a des complications, et donc c'est la grade D. La grade C, c'est la même chose que ça, mais sans les critères cliniques. C'est-à-dire qu'on sait que c'est à haut risque de complications cliniques, mais ils ne sont pas encore passés dans la complication. Voilà, donc c'est grade A, grade B, grade C. Alors ça, c'est pour vous illustrer la campagne qui a été faite ici, en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vais vous parler que du bas. À peu près 4500 enfants sont répertoriés, sont invités c'est des enfants de CM1 qui sont invités au dépistage. Il y en a 3832 qui se sont présentés à l'école aux dépisteurs, donc 85%. Là-dessus, on en a trouvé 397 qui avaient des anomalies, et il y en a 367 qui se sont présentés chez les cardiologues pour la confirmation. Et là, on a trouvé 143 CRC, ce qui représente 3,7%. Donc sur 3832 au départ, on en sort quand même 143. 32, ce sont des anomalies congénitales. Et 192, ce sont des fuites en général physiologiques, non pathologiques. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est utile quand même. Alors la prévention secondaire, ça c'est un morceau aussi. On y va. Hein. Alors la prévention secondaire, Laurent vous a insisté beaucoup là-dessus, hein, sur la prévention primordiale, je ne le reprends pas, mais les deux facteurs les plus importants, c'est la promiscuité. La promiscuité et l'hygiène. Le fait d'être à plusieurs au même endroit, ça favorise l'échange des germes. D'ailleurs, pour la petite histoire, là, pour un peu vous détendre, aux États-Unis, donc le RAA a quasiment disparu. Et dans les années 80, il y a eu des épidémies de RAA qui sont sorties. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites dans des casernes de Marines. Donc des jeunes qui partaient, alors je ne sais pas s'ils partaient à la guerre ou s'entraîner, mais enfin bref, ils avaient été mis dans des hangars avec des lits de camp les uns à côté des autres. Et là, ces jeunes-là, dans le tas, il y en a qui avaient des angines à streptocoque, et ils ont balancé ça dans tout le hangar. Et ils ont eu des pics d'incidence énormes, mais c'était localisé. Donc pour vous dire que ça reste quand même quelque chose qui est prégnant, qui peut revenir si les conditions se dégradent. Donc la prévention primaire, il vous en a parlé aussi, du traitement de l'angine, le traitement des infections cutanées. Moi, je vais vous parler de cet étage-là, c'est qu'une fois que le RAA est constitué ou une fois qu'on a trouvé une CRC, comment prévenir une rechute de RAA ou comment prévenir l'évolution de l'aggravation de la CRC. Donc elle est basée essentiellement sur l'extensiline. Alors l'idéal, ça serait en prévention primaire qu'on ait le vaccin. Mais c'est un truc qu'on n'a jamais réussi à mettre au point. Mais ça serait idéal pour pouvoir prévenir. Alors, au niveau de la prévention secondaire, alors les doses, on les a vues, ça va. Qu'est-ce qu'on utilise comme antibiotiques, et surtout les intervalles, 3 semaines, 4 semaines, pourquoi, quand, comment, et surtout les durées. Combien de temps on va traiter? Donc là, j'essaie de vous synthétiser tout ça. Et est-ce qu'il faut utiliser la xylocaïne ou pas? Oui, il faut l'utiliser. Alors, le traitement secondaire du RAA, donc il est basé en première ligne sur l'extensiline. L'extensiline, bon, Laurent vous l'a dit, au-dessus de 30 kg, c'est 1,2 million. En dessous de 30 kg, c'est 600 000 unités. Les Australiens disent qu'en dessous de 10 kg, on baisse à 450 000 unités. La voie, c'est l'IM profonde. Et la fréquence, on le fait toutes les 4 semaines ou on fait toutes les 3 semaines. Alors, toutes les 4 semaines, c'est 13 injections par an. Toutes les 3 semaines, c'est 17 injections par an. Alors, on part sur la base que c'est tout le monde 4 semaines au départ. Tout le monde c'est 4 semaines, mais dans des sous-groupes particuliers,
on va passer à 3 semaines. Le premier sous-groupe, c'est la CRC sévère, celui qui a d'emblée une cardite sévère ou qui a été opéré d'une chirurgie valvulaire, etc. C'est 3 semaines. Et le deuxième cas où on passe à 3 semaines, c'est quand on a une récidive confirmée, documentée de RAA, malgré une adhérence correcte à 4 semaines. Donc là, on passe à 3 semaines. Et 4 semaines, j'insiste, c'est pas un mois. Il y a des gens qui font les injections qui disent on le fait tous les mois. Le premier du mois, je fais non. Un mois, c'est 30 ou 31 jours. Et déjà, 4 semaines, 28 jours, on est un peu ric-rac au niveau pharmacocinétique. Donc on devrait mettre normalement tout le monde à 3 semaines. Et même à un temps, ici, on met à 15 jours chez les enfants avec les cardites. Bon, donc on part sur 4 semaines. Et s'il n'y a pas de récidive de RA, ben on est content, on reste à 4 semaines. Si par contre il y a une rechute de RA à 4 semaines, on passe à 3 semaines. Hein. Et si d'emblée la cardite est sévère, là on se met à 3 semaines. Alors, en deuxième ligne, dans 2 cas de figure, c'est surtout si la voie IM est impossible que l'enfant, enfin en général c'est des jeunes enfants qui ont trop mal ou qui ne veulent pas. Bon, à ce moment-là, on peut passer à l'oraciline, à la pénicilline V, en sachant que même bien faite, elle est moins efficace sur la prévention que l'extensiline et qu'il faut vraiment la faire en 2 prises par jour, sinon on a une mauvaise prévention. Et en cas d'allergie, on part sur l'érythromycine. Laurent vous en a parlé. Donc voilà. Alors, pour l'injection de l'extensiline, il y a une nouvelle méthode qui vient de sortir. Elle ne vient pas tellement de sortir, mais qui, on espère, va être actualisée en Nouvelle-Calédonie. C'est la voie ventroglutéale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire classiquement une intramusculaire dans le quadrant supéro-externe de la fesse, qui est réputée douloureuse, même si on met la xylocaïne, etc., on va faire cette technique. Alors moi, personnellement, je ne l'ai jamais faite. D'ailleurs, j'ai dû faire une seule extensiline dans ma vie et ce n'était pas une réussite. Bon, bref. Non, donc je reviens. Non, voilà, je reviens là. Donc la patiente, là, en l'occurrence, est positionnée sur le côté. Donc on l'installe et on va repérer le grand trochanter, hein, le fémur, le grand trochanter là avec la main droite, et la crête iliaque avec l'autre main. Donc repérage de la zone. Crête iliaque, grand trochanter. Une fois que vous êtes dans ce cas de figure, vous empaumez le grand trochanter. Vous voyez, la main est posée sur l'os du fémur, le grand trochanter, et vous dirigez votre main vers la crête iliaque avec l'index qui est positionné sur la partie, le bord antéro-supérieur de la crête iliaque. J'ai jamais fait, hein, je vous commente le truc, mais donc voilà. Voilà. Et après, vous ouvrez les doigts. Vous n'oubliez pas, sinon vous allez vous piquer en plein dedans. Donc vous ouvrez et vous piquez entre l'index et le majeur. Alors je me suis dit, comment on pique? On pique en biais? Non, on pique perpendiculaire. Voilà. Donc apparemment, d'après ce que m'ont dit Pascal et Nathalie, qui ont assisté à des injections, ça fait pas mal. Franchement, c'est une technique qui est vraiment impressionnante par la diminution de la douleur que ça implique. Et elles ont décidé de passer à 2 semaines. Non, tellement c'était bon. Ah bon, d'accord. Bon voilà, donc cette technique, je pense que vous allez la diffuser. Enfin, il va y avoir des cours
etc. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors ça, c'était déjà signalé par les Australiens en 2020. Hein. On n'a pas trop fait. Alors, les durées. Alors là, accrochez-vous. Voilà. Prévention primaire, secondaire du RA, les durées. Combien de temps? Alors, il y a 4 cas de figure, finalement, dont 2 cas de figure qui se ressemblent. Donc, vous avez le RA sans cardite. Un enfant fait un RA, ou un adulte d'ailleurs, sans cardite, qu'est-ce que je fais? Deuxième cas de figure, l'enfant ou l'adulte fait un RA avec une cardite. Ça va être différent. Et donc, le protocole, finalement, ça sera pour ce cas de figure, c'est les CRC avec histoire de RA. C'est-à-dire que vous dépistez une cardiopathie rhumatismale chronique et vous reconstituez une histoire de RA avant. Donc là, ça va être le même cas que ça. Et puis enfin, le dernier cas de figure... mince. Oui. Non. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est les CRC sans histoire de RA. C'est-à-dire qu'on dépiste un jour une cardiopathie rhumatismale à l'occasion d'un souffle ou en dépistage systématique. Et on trouve une cardiopathie rhumatismale, on interroge, il n'y a jamais eu de RA. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on reprend en arrière. Donc, un RA sans cardite. Sans cardite, ça veut dire pas de souffle, un ETT normal, une échographie cardiaque normale, parce qu'il peut y avoir des valvulopathies infracliniques, silencieuses, et ECG normaux. Le PR n'est pas allongé. Donc dans ça, c'est le cas le plus simple. On fait 5 ans. 5 ans minimum et jusqu'à 21 ans. Donc, on garde toujours le 21 ans. Ça veut dire que si vous avez un enfant de 8 ans qui fait un RA sans cardite, vous ne faites pas 8 et 5, 13, je m'arrête à 13 ans. Je m'arrête à 21 ans. Donc, il va rester. Si par contre, vous avez un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans qui fait un RA sans cardite, vous allez pas vous arrêter à 21 ans. Vous allez faire 5 ans. Donc, 20 ans plus 5, vous allez faire jusqu'à 25 ans. Bon, voilà, c'est pas compliqué, mais il faut y penser. Dans le cas de figure où c'est un RA hautement suspect, une forte suspicion, avec pareil, une échographie cardiaque normale, c'est pareil, on dit, bon, ok, on n'a pas tous les critères, mais ça ressemble beaucoup à un RA, on fait 5 ans, 21 ans. Dans le cas d'un RA possible, le RA possible, c'est incertain, c'est litigieux, mais on n'a pas d'autre diagnostic. Donc, on va par précaution, on va le traiter, mais on le traite qu'un an. C'est bientôt la fin. Voilà. On le traite pendant un an sous extensiline et on le réévalue. Voilà. Deuxième cas de figure. Le RA avec cardite. Donc, si c'est une cardite légère ou même simplement un BAV, dès qu'il y a un BAV, on considère que c'est de la cardiopathie. Donc, au lieu de 5 ans, on passe à 10 ans. On reste sur le 21 ans. Mais c'est 10 ans. Et pour arrêter, comme là, il y a une cardiopathie, il faut que le TT, on le suit, on fait un écho tous les ans. Et si le TT est stable sur 2 ans successifs, on peut l'arrêter à 21 ans ou au bout des 10 ans. Il faut avoir cette stabilité de l'écho. Le deuxième cas de figure dans les RA avec cardite, si la cardite est modérée, alors c'est toujours 10 ans, mais là, au lieu de 21 ans, on passe à 35 ans, ce qui fait déjà plus long. Hein. Donc 35 ans. Et enfin, quand il y a une cardite sévère, donc la grade D, on fait 10 ans et on fait 40 ans. On s'arrête à 40 ans, donc ça fait assez long. Et puis voilà. On peut être amené à le réduire si vous avez des personnes qui sont dans ce cas très âgées, en fin de vie. On peut, sous la pression familiale, on peut arrêter le traitement parce que le pronostic n'est pas génial. Donc voilà. Enfin, les CRC, on trouve une CRC et il n'y a pas d'histoire de RA. Donc là, c'est encore différent. Donc la grade A, bon, c'est celle qu'on a vue, on la découvre en dépistage. Il y a une fuite
aortique ou mitral pathologique, mais sans aspect morphologique. Alors c'est à l'appréciation du praticien. Il y en a qui initient un traitement quand même. Ils considèrent que c'est une CRC et ils traitent. Il y en a d'autres qui ne traitent pas. Moi, j'ai été amené à traiter dans ces cas-là, en dépistage, quand il y a une grosse histoire de RA familiale. Le père, la mère qui ont été opérés du cœur, etc. Donc cela, j'ouvre le parapluie, hein, dans des conditions plus de vie sommaire. Donc voilà. Si on introduit, alors ceci dit, si on introduit l'extensiline, on réévalue entre 1 et 2 ans, et s'il n'y a pas eu de RA, et si l'écho s'est normalisé, on arrête le traitement. Par contre, si il y a toujours le même aspect de DIA pathologique ou du DM pathologique, pour certains, il faudrait continuer le traitement. Moi, la plupart des borderline, enfin des grades A, ils n'ont pas de traitement, mais on les suit régulièrement. Et s'ils passent en avéré, ben on va les mettre sous traitement. Après, la grade B, donc c'est une CRC légère. Alors, il y a 2 cas de figure quand il y a une cardiopathie avérée, donc grade B, c'est-à-dire qu'il y a des signes, il y a des fuites plus des critères morphologiques. Il y a 2 cas de figure, soit il a moins de 35 ans, soit il a plus de 35 ans. Alors, tout de suite, on va aller au plus simple. Quand l'individu a plus de 35 ans, on ne fait pas de prévention. S'il a moins de 35 ans, par exemple 34 ans, hein, il n'a pas de bol, à 34 ans, il arrive, on lui trouve une CRC légère, il faut que je le traite ou jusqu'à 21 ans, ou jusqu'à 5 ans. Mais comme il a 34 ans, ben il va en avoir jusqu'à 39 ans. Voilà. Pour la grade C, si elle est modérée, pareil, supérieur à 35 ans, pas de prophylaxie. Inférieur à 35 ans, âge inférieur à 35 ans, on traite pendant 5 ans après le diagnostic ou jusqu'à 35 ans. Là, c'était jusqu'à 21 ans. C'est toujours 5 ans, 5 ans. Là, c'est 21 ans. Là, c'est 35 ans parce qu'on est en grade C. Et enfin, quand on est en grade D, donc là, il n'y a plus 35 ans, pas 35 ans. Le tarif, c'est 5 ans. Et ou jusqu'à 40 ans, le plus long des deux. Voilà. Et ça, c'est, si vous voulez lire, c'est de l'anglais. Donc, et voilà. Et puis, j'ai fini. Voilà.